1h29. 25 hommes marchaient à califourchon sous le feu des mitrailleuses, en silence, sans tirer, droit vers les positions allemandes. Les Allemands ont ouvert le feu, ils ont tiré à bout portant. 150 mètres, 150. Et soudain, ils s'arrêtèrent. « Fais demi-tour, retraite !» Une compagnie entière. Elle a échappé à 25 soldats épuisés et presque désarmés. Parce qu'ils ont décidé que c'était un piège. 1942. Rzhev. Un enfer où les divisions soviétiques étaient réduites en poussière, où chaque ravin devenait une fosse commune, où l'espérance de vie moyenne d'un fantassin se mesurait en jours. Le sergent-chef Gromov prit une décision qui semblait suicidaire. Il ordonna à la section de se tenir debout et d'avancer vers l'ennemi, à pleine hauteur. « Économisez vos munitions, ne tirez pas. » Les historiens militaires débattent encore. Génie ou folie? Calcul ou désespoir? Ces hommes connaissaient la réponse. 4 blessés contre 25 victimes abattues au mortier. Ils choisirent d'y aller. Et les Allemands se retirèrent. Le sergent fut proposé pour l'ordre de l'Étoile rouge. La fiche de décoration comportait une étrange mention pour agression psychologique. Le commandant de bataillon réfléchit longuement à la manière d'expliquer à ses supérieurs ce qui s'était passé dans ce ravin. Et les mots lui manquèrent, parce qu'il n'y avait vraiment pas de mots pour le décrire. Vous allez maintenant découvrir comment 25 personnes ont échappé à la mort en se levant simplement et en marchant vers elle. Un ravin. De l'argile humide sous mes bottes. L'odeur de poudre et de peur. Gromov était allongé derrière une souche de bouleau et regardait le ciel. Gris. Bas. Une fine pluie lui fouettait le visage. Pendant 23 heures, ils ont tenu bon dans ce maudit ravin. Pendant 23 heures, les Allemands ont tenté de les déloger. Les mortiers ont pilonné toute la journée. Puis, le silence. Et maintenant, ce silence qui précède l'assaut. « Camarade sergent-chef, nous manquons de munitions. » Le caporal Sidorov, 20 ans, moscovite. Avant la guerre, il avait suivi une formation de mécanicien. Il parlait à voix basse, mais Gromov l'entendit. Sa voix tremblait. « Combien reste-t-il ?»« J'en ai 8, les autres en ont 5 à 7. Kravtsov en a 2. » Gromov ferma les yeux. 8. Il en avait 11 à lui. Cela faisait peut-être 150 cartouches pour toute la section, contre une compagnie entière. Comment vont les blessés? 7. Petrenko est en train de mourir. Nous devons évacuer. Où? Sidorov se tut. Oui, où? La forêt est à 200 mètres. Au-delà, un champ ouvert. Les Allemands sont retranchés sur le versant opposé. 3 mitrailleuses, une batterie de mortiers. Et de la patience. Beaucoup de patience. Ils attendaient que les Soviétiques meurent eux-mêmes, de leurs blessures, de froid, de désespoir. Gromov se redressa sur ses coudes et regarda ses hommes. 25. Hier, il y en avait 32. Avant-hier, 40. Après une attaque ratée, ils se sont réfugiés dans ce ravin. Le commandant de compagnie, le signaleur et l'opérateur radio ont été tués. Il ne restait plus qu'un groupe de survivants, piégés dans une fosse humide entre la vie et la mort. « Écoute, Sidorov, » dit Gromov lentement, pesant chaque mot. « Combien de temps penses-tu qu'il nous reste ?»« Jusqu'à quoi ?»« Jusqu'à la fin. » Le caporal déglutit. Il leva les yeux vers le ciel, vers le versant du ravin. Vers les blessés gisant à son pied, recouverts de manteaux. Si nous restons ici, jusqu'au soir, peut-être jusqu'au matin, ils vont se repérer. Ils vont nous bombarder au mortier, ou ils vont nous charger à la baïonnette quand ils se rendront compte que nous n'avons plus de munitions. Et si on essayait de percer? En plein champ, ils nous faucheront en moins de 50 mètres. Gromov acquiesça. Exact. Tout est correct. Manuel, tactique, bon sens. Mais les manuels scolaires ne sont pas faits pour des situations comme celle-ci.
quand le choix se résume à mourir maintenant ou dans 1 heure. Il regarda Petrenko. Il était immobile. Seule sa poitrine se soulevait faiblement et irrégulièrement. Une blessure par éclat d'obus à l'estomac. Ses intestins étaient probablement déchirés. Sans opération, il allait mourir. Avec une opération, ne serait-ce que maintenant, il y avait peut-être une chance. Mais il n'y aura pas d'opération. Car le bataillon médical est à 20 km, et les Allemands sont entre eux. « Camarade sergent-chef !» c'était Kravtsov, un Sibérien, un homme imposant qui avait été envoyé au front dès les premiers jours de la guerre. « Peut-être pourrions-nous essayer de trouver un accord ?»« Avec qui ?»« Avec les Allemands. On se rendra. Au moins, ils prendront les blessés. » Gromov le regarda longuement. Kravtsov soutint son regard. Il ne détourna pas les yeux. « Êtes-vous sérieux ?»« Sérieusement, camarade sergent-chef. Nous sommes toujours morts. Peut-être pouvons-nous au moins sauver les blessés. » Ils ne sauveront certainement pas Petrenko. Il est un fardeau pour eux. Les autres vont au camp. Savez-vous ce qui arrive aux blessés ? Kravtsov le savait. Tout le monde le savait. Camp de prisonniers, faim, typhus, dysenterie, les blessés mouraient en premier. Et ensuite ? Gromov ne répondit pas, parce qu'il ne savait pas. Il se leva. Se penchant, il s'approcha des blessés et s'assit près d'eux. Petrenko ouvrit les yeux. Il regarda le sergent. Il tenta de sourire. Ce qui sortit ressemblait plutôt à une grimace. « Camarade sergent-chef, je n'y arriverai pas, n'est-ce pas ? » « Tu vas y arriver. Ne mens pas, je le sens. Quelque chose à l'intérieur, c'est brisé. Il commence à faire froid. » Gromov posa la main sur l'épaule du soldat, jeune, 19 ans, enrôlé il y a 3 mois. 2 semaines d'entraînement avant le front. On lui avait appris à manier un fusil, à lancer une grenade, à ramper. Et puis on l'avait envoyé ici, mourir dans un ravin près de Rjev. « Tiens bon, soldat, on va te sortir de là. »« Faites sortir les autres, » dit Petrenko en fermant les yeux. « Laissez-moi tranquille, je... Fermez-la. » Petrenko se tut. Il respirait. Chaque respiration lui donnait l'impression d'avoir une pierre sur la poitrine. Gromov reprit sa position. Il s'allongea. Il regarda le bord du ravin, là où commençait le champ. 200 mètres jusqu'à la forêt. Espace ouvert, herbe humide, pas de cratère, pas de plis dans le terrain. Rien. Si vous courez, les Allemands ouvriront le feu dans 3 secondes. Les mitrailleuses faucheront la moitié d'entre vous dans les 10 premiers mètres. Le reste sera abattu avant la mi-parcours. Personne n'atteindra la forêt. Si on reste, ce sera des tirs de mortier. Ils ont déjà commencé à viser ce matin. Maintenant, à la nuit tombée, ils vont nous toucher, c'est certain. Il n'y a nulle part où se cacher dans le ravin. Il fait 4 mètres de profondeur et 15 mètres de large. Les éclats d'obus vont tous nous décimer. Il n'y avait pas le choix. Il n'y avait que la mort. La question était, de quelle manière ? Rapide, sous les balles, ou lente, sous les éclats d'obus ? Gromov alluma sa dernière cigarette, une herbe de sang cru. La fumée était amère et nauséabonde, mais chaude. Il se souvenait de chez lui, l'Ukraine, un village près de Tcherkassy. Son père, forgeron. Sa mère, qui travaillait dans les champs de la ferme collective. 3 sœurs. La plus jeune avait 6 ans. Il promit de revenir. Il le promit. Et maintenant, il gît dans un ravin, se demandant comment il va mourir. Et si jamais on apprendra sa mort. « Camarade sergent-chef » répéta Sidorov. « Il commence à faire sombre. La nuit va bientôt tomber. » « Je vois. Qu'est-ce qu'on va faire ?» Gromov tira une bouffée. Il expira. Il regarda le ciel. Le crépuscule s'intensifiait. Dans 1 heure, il ferait nuit. La nuit tombe. Les Allemands commenceront un bombardement méthodique. Ou bien ils attaqueront. Ils nettoieront le ravin. Au matin, il ne restera que des cadavres du peloton.
Si nous avons de la chance, nous les enterrerons. Sinon, ils resteront là jusqu'au printemps. Il jeta son mégot et l'écrasa dans la boue avec sa botte. Et à ce moment-là, je l'ai entendu. Des voix, au-delà du bord du ravin. Des paroles en allemand, des ordres, le bruit des armes. Il se préparait. Gromov leva la main, le peloton se figea. Le silence, seulement la pluie, et le vent qui emporte les feuilles mouillées le long de la pente. Et pourtant, c'était évident. Un officier allemand donnait des ordres. Les mots étaient inaudibles, mais l'intonation était claire. Formation, préparation à l'attaque. Sidorov regarda Gromov. Ses yeux étaient grands ouverts, effrayés. « Ils arrivent. J'entends. Ce qu'il faut faire. » Gromov n'a pas répondu. Il s'assit dans l'argile humide du ravin et comprit « Dans 5 minutes, cela commencerait. Et cela finirait. » 25 personnes, 150 cartouches, 7 blessés, contre une entreprise, voire plus. Il devait prendre une décision, maintenant. Yevgeny Gromov est né en 1919 dans le village de Mochny, dans l'oblast de Tcherkassy. Sa famille était modeste, un forgeron et une ouvrière agricole. Avant la guerre, il n'était pas un héros. Il ne rêvait pas d'actes héroïques. Il voulait vivre, travailler, peut-être épouser Galka du village voisin. J'ai été enrôlé dans l'armée en 1939. J'ai servi à la frontière ouest, un simple conscrit. J'ai appris les manœuvres militaires, le tir au fusil et le creusement de tranchées. Ma démobilisation était prévue pour le printemps 1942. Mais le 22 juin 1941, la guerre commença. Et tout a changé. Il battait en retraite, comme tout le monde, à travers la Biélorussie, à travers l'Ukraine. Il voyait des villes en flammes, des gens fuir, ses camarades mourir. À l'automne 1941, il ne restait plus que 12 hommes de sa compagnie et 80 du bataillon. La division n'existait plus que sur le papier. Ils ont été relégués à l'arrière, réorganisés. On leur a donné des remplaçants, jeunes et inexpérimentés, et renvoyés en première ligne. Hiver 1941, contre-offensive près de Moscou. Ils repoussèrent les Allemands. Mais pas pour longtemps. Au printemps, les nazis reprirent l'offensive. Et durant l'été 1942, Gromov fut transféré à Rjev, hachoir à viande. Il n'y a pas d'autre mot. L'opération Rjev a décimé des divisions. Elles avançaient, elles reculaient, elles avançaient de nouveau. Les Allemands résistaient avec une hargne féroce. Chaque sommet était un bain de sang. Chaque ravin était une tombe. Gromov commandait une section, 32 hommes. Hier. Aujourd'hui, 25. Mais ça, c'est pour plus tard. Pour l'instant, qui est-il ? Le lieutenant Kossoï, commandant de la compagnie, a dit un jour « Gromov est étrange, silencieux, mais tenace. » Que signifie « tenace » ? Gromov ne se lança pas à l'attaque en criant « Hurrah !» Il ne devança pas les autres. Il marcha méthodiquement. Il observa. Il se souvint. Il réfléchit. Pendant l'offensive, quand tout le monde fonçait tête baissée, il repérait un repli du terrain, un cratère, un fossé, et il y menait le peloton. Il leur offrait un abri, leur laissait reprendre leur souffle. Et puis il repartait. Ses pertes furent moins importantes. Pas de beaucoup, certes, mais moins importantes tout de même. Les soldats l'ont perçu. Ils ont suivi Gromov plus volontiers. Un jour de mars 1942, la compagnie avançait vers un village. Les Allemands étaient retranchés dans leur baraquement. Les mitrailleuses tiraient de toutes parts. Kossoï mena ses hommes à l'assaut, en traversant le champ. Gromov arrêta son peloton. « À gauche, il y a un ravin là-bas. Nous sortirons par le flanc. » Le lieutenant a donné l'ordre directement. Le lieutenant regarde la carte. Je vois un champ. À gauche. Il ouvrit la voie. À travers le ravin, furtivement. Ils surgirent du flanc. Ils frappèrent l'ennemi. Les Allemands hésitèrent. Le village fut pris. La compagnie a perdu 20 hommes. La section de Gromov en a perdu 3. Kossoï l'a appelé après le combat. « Vous avez enfreint l'ordre.
Oui, monsieur. Pourquoi? Parce que la commande était erronée. Kozoï le regarda longuement, puis il sourit. Soit tu es un imbécile, soit tu es plus intelligent que nous tous. Je n'ai pas encore tranché. Je veux juste que mon peuple vive. Tout le monde le souhaite. Tout le monde n'y parvient pas. Et il est parti. Sans punition, sans gratitude. Il est simplement parti. Gromov se souvenait de cette conversation, car Kozoï avait raison. Vouloir ne suffit pas. Il faut aussi pouvoir. Et d'où vient ce savoir-faire? Avant la guerre, Gromov travaillait avec son père à la forge. Ce n'était pas qu'un simple travail, c'était un art. Le père a dit « Écoutez le fer, il vous dira où frapper ». Yevgeny ne comprenait pas. Quel soit le fer, il est mort, mais mon père me l'a montré. Il a chauffé l'ébauche, il a observé sa couleur, il a écouté le son sous le marteau, et il a frappé. Pas au hasard, précisément. Sentant où le métal était malléable, où il était résistant. Vous voyez? Appuyez plus fort ici. Et plus doucement ici. Le fer est en tête. Aidez-moi, s'il vous plaît. Gromov a étudié. 1 an, 2, 3. À 18 ans, il pouvait forger un fer à cheval les yeux fermés, rien qu'au son, à la résistance du métal sous l'impact. « Tu le sens, dit mon père. C'est ce qui compte, pas la force, le ressenti. » Sentiment. En temps de guerre, on l'appelait autrement. Intuition, expérience, chance. Mais l'essence reste la même. Gromov avait le champ de bataille dans le sang. Impossible d'expliquer comment. Il savait simplement où était le danger, où était le lieu sûr, où mener ses hommes, où s'arrêter. Sidorov a un jour demandé « Camarade sergent-chef, comment savez-vous qu'il y a une mitrailleuse allemande là-bas, derrière la colline ?»« Je ne sais pas. »« Comment ça se fait que tu ne saches pas? Tu as dit de faire le tour. »« Je ne sais pas exactement. »« J'ai une intuition. »« Vous le sentez? »« Oui. L'angle de tir, la ligne de tir, où je placerais la mitrailleuse si j'étais allemand. Voilà. Donc, on fait le tour. » Gromov n'était pas un génie. Il était attentif, observateur et prudent. Mais ce jour-là, dans le ravin, toute sa prudence fut inutile. Parce qu'il n'y a pas d'échappatoire au désespoir. Les blessés gisaient au pied du ravin. 7. Petrenko était le plus gravement atteint. Les autres étaient plus fragiles. Éclats d'obus, balles, fractures, sans soins médicaux, la mort. Mais pas aujourd'hui, peut-être demain, peut-être après-demain. Petrenko n'avait pas le temps. Gromov s'assit à côté de lui. Le soldat respirait, de façon rauque et intermittente. Ses lèvres étaient bleues, son front était couvert de sueur. « Camarade sergent-chef, je voulais, après la guerre, aller à l'université. » Les mots lui vinrent difficilement. Chacun d'eux était douloureux. « Parle-moi plus tard. »« Non, je ne dirai rien. Je sais. » Il toussa. Du sang commença à couler de sa bouche, sombre, épais. « Maman, écris à maman que je n'étais pas un lâche. »« Vous l'écrirez vous-même. »« Ne mens pas. » Gromov lui prit la main. Il la serra. La main du boxeur était froide, moisante. « Je ne mens pas. Tu survivras. Tout le monde survivra. Je te le promets. » Petrenko le regarda. Il y avait de la méfiance dans ses yeux, mais aussi de l'espoir. Un peu. Presque mort, mais vivant. « Vous me le promettez ? » ?»« Je le promets. » Un mensonge, effronté, impitoyable, mais nécessaire, car un homme sans espoir meurt plus vite de ses blessures. Gromov se leva et s'approcha de Sidorov. « Comptez les balles à nouveau, exactement. » « Pourquoi ? » ?»« Recomptage. » Le caporal est allé parmi les soldats, recueillant des informations. Il est revenu 5 minutes plus tard. 143 cartouches, 2 grenades. 2 ? Kravtsov en a 1.
Loukhatchev en a un, les autres sont épuisés. Gromov acquiesça. 143. Pour 25 personnes. Si les Allemands arrivent, ça durera 1 minute, peut-être 1 minute et demie. Puis les baïonnettes, puis les mains, puis plus rien. « Écoute, Sidorov, » dit Gromov à voix basse pour que les autres n'entendent pas. « À ton avis, qu'est-ce qu'ils attendent » OMS ? Les Allemands. Ils auraient déjà pu partir, ils nous auraient écrasés. Pourquoi tardent-ils ? Sidorov réfléchit. Il regarda le bord du ravin, le ciel, ces hommes. Peut-être ont-ils peur des pertes, ils ignorent combien nous sommes et combien de munitions ils possèdent. Peut-être. Ou peut-être attendent-ils la nuit, ce sera plus facile. Ou alors ils font venir des mortiers. Ils vont nous couvrir immédiatement. Gromov acquiesça. Des mortiers, sans doute. Ils ont tiré ce matin, mais de façon imprécise. Ils sont peut-être en train de faire des réglages. Ils les remettent en place. Il fait nuit. Dès que la nuit sera tombée, ils commenceront à travailler méthodiquement dans le ravin. Et puis c'est la fin. « Camarade sergent-chef, » dit Loukhatchev, un mitrailleur, un grand gaillard de Sibérie. « Et si on tentait une percée maintenant, tant qu'il fait encore jour ?»« Où ?»« À la forêt, vite, tous ensemble. Ils vont nous tirer dessus. Peut-être que quelqu'un finira par y arriver, au moins quelques personnes. » Gromov le regarda, puis les autres. Ils écoutaient, ils attendaient. Ils voulaient entendre le plan, la décision, l'ordre. Et ils n'avaient rien. Juste des pensées, des bribes d'idées, des options. Toutes mauvaises. Première option, rester. Accepter le combat. Tenir le plus longtemps possible. Conséquence, la mort pour tous. Deuxième option, s'évader. Courir vers la forêt, sous le feu ennemi. Résultat, la mort de la plupart. 2 ou 3 survivront peut-être. Peut-être. Troisième option, se rendre. Lever les mains, partez. Résultat, la capture. Pour les blessés, la mort. Pour les autres, un camp. Ce qui équivaut aussi à la mort, en plus lent. Il n'y avait pas de bonnes options. Il n'y avait que différents degrés de mal. « Loukhatchev, » dit lentement Gromov, « si nous fuyons, qui portera les blessés ? Personne, ils resteront. Devrions-nous laisser les choses en l'état ? Comment faire autrement ? Vous ne pouvez pas vous enfuir avec eux. » Gromov regarda Petrenko. Il était allongé, les yeux fermés. Il respirait. À peine. Le laisser ? Et les 6 autres, abandonnés dans un ravin, mourir. Être abattu ou tué à la baïonnette, pour que le reste puisse peut-être être sauvé. Tactiquement, c'est correct. Émotionnellement, c'est impossible. Non, a dit Gromov, nous ne l'abandonnerons pas. Et ensuite ? Je ne sais pas. Loukhatchev se détourna, cracha, jura à voix basse. Mais Gromov l'entendit. Il avait raison. Tout le monde avait raison. La situation était désespérée. Et puis Gromov s'en est souvenu. Conversation, en hiver, dans un abri. Le capitaine Rybakov racontait l'histoire. Nous étions assis le soir, nous fumions. Quelqu'un s'est mis à parler des Allemands, de leur façon de combattre, de ce qui les effraie, de ce qui ne les effraie pas. Rybakov a déclaré « L'Allemand est un tacticien. Il aime l'ordre, les plans, les stratégies. Quand tout se déroule comme prévu, il est fort. Mais dès que quelque chose ne se passe pas comme prévu, il est désemparé. » C'est-à-dire ? Alors surprenez-le, faites quelque chose d'inattendu, brisez ses habitudes, et il tressaillira. Par exemple, Rybakov tira une bouffée, il expira la fumée. Il y a eu un incident, en 1941. Nos hommes étaient encerclés, une compagnie. Les Allemands avaient resserré l'étau, ils attendaient notre reddition. Et puis le commandant est parti et a mené la compagnie à l'assaut, sur les positions allemandes, à toute vitesse, en hurlant.
Les Allemands ont cru à une percée, que des renforts étaient arrivés par l'arrière. Ils ont hésité. Ils ont battu en retraite. La compagnie a percé les lignes. Est-ce vrai? J'en ai entendu parler. Je ne sais pas si c'est vrai ou non, mais ça paraît logique. Les Allemands aiment que les choses soient claires. Quand ce n'est pas clair, ils sont prudents. Gromov s'en souvint alors, comme ça, d'un coup, au détour d'une phrase. Et maintenant je me suis souvenu. Et j'ai pensé. Et si... Non. Absurde, stupide. Mais cette pensée persistait. Il se leva, il longea le ravin, il regarda la pente, le bord, le champ au-delà. 200 mètres, jusqu'à la forêt. Les Allemands sont assis sur le versant opposé. Ils observent, ils attendent. Ils attendent que les Soviétiques tentent une percée, ou qu'ils capitulent, ou qu'ils meurent tout simplement. Et si vous faisiez quelque chose auquel ils s'attendent le moins? Et si je me levais, et si je marchais, vers eux, droit devant, de toute ma hauteur? Ne courez pas, ne tirez pas, marchez simplement. Que vont penser les Allemands? Est-ce un piège? Ou de la folie? Ou une percée désespérée alors que des renforts arrivent des flancs? Ils ignorent qu'il n'y aura pas de renforts, qu'ils sont presque à court de munitions. Que c'est une ultime tentative désespérée et insensée. Ils ne le savent pas. Et s'ils ne le savent pas, peut-être qu'ils auront peur. Gromov s'arrêta. J'ai regardé le ciel, la terre, mon peuple, et j'ai compris. C'est la seule chance. Fou, suicidaire, mais le seul. Gromov s'approcha de Sidorov. Rassemblez les chefs d'escouade, en silence. Maintenant? Maintenant. 1 minute plus tard, 4 personnes étaient assises à ses côtés. Sidorov, Loukachov, Kravtsov et le caporal Joukov, commandant subalterne de la 3e section. Jeune, 21 ans, 4 mois au front. Gromov les regarda, épuisé, sale, effrayé, mais vivant. Du vivant de son acteur. « Écoutez attentivement, dit-il doucement. Ce que je vais dire vous semblera insensé, mais c'est notre seule chance. » Ils restèrent silencieux, ils regardèrent. Nous sortirons du ravin, tous ensemble. Nous nous redresserons de toute notre hauteur, et nous foncerons droit sur les positions allemandes. Pause. Long. Loukachov a été le premier à réagir. « Camarade sergent-chef, vous êtes sérieux? » « Absolument. »« C'est du suicide? » »« Non, c'est une attaque psychologique. »« Quoi? » ?»« Les Allemands attendent que nous tentions de percer leur ligne vers la forêt, que nous nous couchions et combattions ou que nous capitulions. Ils ne s'attendent pas à ce que nous les attaquions de front, en silence, sans tirer un coup de feu. » Kravtsov secoua la tête. « Ils vont nous tirer dessus dans 10 secondes. » Peut-être. Ou peut-être pas. Pourquoi pas? Parce qu'ils croiront que c'est un piège, qu'on y va parce qu'on sait qu'ils ne prendront pas le risque de tirer, qu'on a un plan, du soutien, quelque chose qu'ils ne peuvent pas voir. Joukov a avalé. Mais nous n'avons rien. Ils ne le savent pas. Sidorov regarda Gromov. Longtemps. Puis il dit « Avez-vous sérieusement réfléchi à cela? » « Oui. » « Et vous pensez que ça va marcher? » « Je ne sais pas. Mais si nous restons ici, nous mourrons à coup sûr. Si nous fuyons vers la forêt, presque tout le monde mourra. Et si nous les poursuivons, peut-être qu'ils flancheront. Et s'ils ne bronchent pas, alors nous mourrons vite. Sous les balles, pas sous les mortiers, pas sous les baïonnettes, rapidement. Loukatchev jura, à voix basse, entre ses dents. C'est de la pure folie. Oui, de la folie. Mais j'ai vu la folie à la guerre. Et vous savez quoi? Parfois ça marche. Parce que l'ennemi raisonne logiquement, et la folie est illogique. Kravtsov regarda le ciel. Oh mon Dieu,
On va vraiment faire ça? As-tu peur? Bien sûr que j'ai peur. Je ne veux pas mourir. Moi aussi. Je propose donc la seule chose qui puisse nous sauver. Pause. Sidorov a été le premier à acquiescer. Je suis avec vous, camarade sergent-chef. Joukov fit un signe de tête après lui. Et moi? Loukachov resta silencieux un instant, puis il expira. Mince. D'accord. De toute façon, ils sont morts. Kravtsov en dernier. Si ça ne marche pas, camarade sergent-chef, je vous maudirai, dans l'autre monde. Gromov a ri sous cape. Si ça ne marche pas, on se retrouvera là-bas très vite. Tu auras le temps de pester. Il se leva et regarda le peloton. 25 personnes, 7 blessés, 18 en état de combattre, 143 cartouches, 2 grenades, et une idée folle. « Écoutez mon ordre », lança Gromov d'une voix forte pour que tout le monde l'entende. « Nous nous levons, alignez-vous, nous prendrons les blessés dans nos bras et nous y allons. » Vers les positions allemandes, à pleine puissance, en silence. Silence. Puis une voix. Le soldat Maslov, de Toula, 40 ans. Enrôlé de force dès les premiers jours de la guerre. « Camarade sergent-chef, est-ce un ordre ?»« Oui. Nous allons tous mourir. Si nous restons ici, nous allons certainement mourir. Si nous partons, peut-être survivrons-nous. » Comment? Les Allemands vont avoir peur. Ils vont penser que c'est un piège. Ils vont battre en retraite. Maslov secoua la tête. C'est absurde. Oui, absurde. Mais l'absurdité est notre seule arme. Une autre voix. Le soldat Petukov, moscovite, 23 ans. Et s'il ne se retire pas? Alors ils nous tueront, rapidement. Mais nous mourrons debout, pas dans cette boue, pas comme des rats dans une fosse, mais comme des soldats. Silence. Gromov les regarda. Ils le regardèrent. Il vit la peur. Le doute, le désespoir, mais autre chose aussi. Préparation. Parce qu'il n'y avait pas le choix. Seule la mort compte. La question est, laquelle? Ne touchez pas aux munitions, dit Gromov d'une voix claire. Gardez vos armes prêtes à l'emploi, mais ne tirez pas. Nous avançons en silence, au pas cadencé, comme au défilé. Nous ramassons les blessés, nous les transportons. Personne ne court, personne ne tombe. Nous allons dans la forêt, ou jusqu'à ce que les Allemands battent en retraite. Compris? Compris, camarade sergent-chef. Encore une fois, l'essentiel est de ne pas tirer. Même si les Allemands ouvrent le feu, économisez vos munitions. Ils doivent croire que nous avons une raison de ne pas tirer, que nous sommes confiants. Compris? Il est clair. Bien. On se prépare. Répartissez les blessés, 2 par personne. On arrive dans 1 minute. Le peloton commença à s'agiter. Kravtsov et Maslov soulevèrent Petrenko, avec précaution. Il gémit et ouvrit les yeux. « Quoi? Que se passe-t-il » ? « Allons-y, soldats. Tiens bon. » Les autres blessés furent également relevés. 6 d'entre eux. 2 combattants pour chacun. Gromov vérifia la mitrailleuse. Il y avait 11 cartouches. La sécurité était désactivée. Par précaution. Quel cas? Si les Allemands ouvrent le feu, 11 coups de feu ne résoudront rien. Il regarda le ciel, le crépuscule. Encore 20 minutes avant la nuit. Si nous n'y allons pas maintenant, il sera trop tard. L'obscurité est l'allié des mortiers. Ils couvriront le ravin à l'aveuglette. Et c'est tout. C'est maintenant ou jamais. « Peloton !» cria Gromov. « Préparez-vous !» Les soldats se regroupèrent. Ils se mirent en rang. Certains portaient les blessés dans leurs bras, d'autres avaient leurs mitrailleuses prêtes à faire feu. 25 personnes. Contre l'entreprise,
Folie. Peloton, à la ligne de départ, en marche. Ils marchèrent vers le versant du ravin, lentement, lourdement. La boue crissait sous mes bottes. Gromov est passé en premier. Le cœur battait, fort, quelque part dans la gorge. Ses mains ne tremblaient pas. Étrange. Il pensait qu'elles trembleraient. Ils arrivèrent au bord du ravin, et ils se sont figés. Devant eux s'étend un champ. La forêt est à 200 mètres. À gauche, sur le versant opposé, se trouvent les positions allemandes. Gromov vit des tranchées, des nids de mitrailleuses, des gens. Les Allemands les ont vus aussi. Il eut un bruit, des ordres, le cliquetis des boulons. Maintenant, ils vont ouvrir le feu. « Peloton !» cria Gromov si fort que sa voix se brisa. « À pleine hauteur ! En avant ! Marche !» Ils se levèrent, 25 personnes, en pleine croissance, et ils partirent. Directement aux Allemands. Les 10 premiers mètres sont silencieux. Seul le bruit des bottes dans l'herbe mouillée. Une respiration haletante. Le battement du cœur dans les oreilles. Gromov s'avança, sa mitrailleuse prête à faire feu. Le doigt sur la détente. Mais il ne tira pas. Ne tirez pas. L'essentiel est de ne pas tirer. Ils doivent croire que nous avons un plan. 15 mètres. 20. Gromov aperçut les Allemands. Ils se tenaient dans les tranchées. Ils observaient. Leurs mitrailleuses étaient pointées. Mais ils n'ont pas tiré. Pourquoi ? Pourquoi ne tirent-ils pas ? 30 mètres. Et voici le premier virage. Mitrailleuse. À gauche. Des balles traçantes passent au-dessus de nos têtes. Gromov ne s'arrêta pas. « Allons-y, n'arrêtez pas !» Le peloton marchait. 40 mètres. Une autre rafale. Plus près. Les balles soulevaient le sol à 3 pas de Sidorov. Mais il n'est pas tombé. Il n'a pas couru. Il a marché. Tout le monde a marché. 50 mètres. Gromov entendit des ordres allemands, des cris. Un officier hurlait quelque chose, de façon hystérique. Des mitrailleuses en tiraient, mais de façon imprécise, au-dessus de leur tête, ou dans le sol devant eux, pas de manière directe. Pourquoi ? 60 mètres. 70. Gromov vit les visages des Allemands, jeunes, effrayés. Ils ne comprenaient pas ce qui se passait. Pourquoi les Russes avancent-ils ? Pourquoi ne tirent-ils pas ? Pourquoi ne tongent-ils pas ? Piège ? 80 mètres. Puis l'officier allemand a crié. Un ordre. Brèvement. Fort. Les mitrailleuses se turent. Gromov serra sa mitrailleuse. Maintenant. Ils vont maintenant passer à l'offensive. C'est la fin. Mais les Allemands n'y sont pas allés. Ils ont battu en retraite. Lentement. Avec incertitude. En regardant autour de moi. Mais ils ont battu en retraite. Des tranchées. Retour. À la forêt. Gromov n'en croyait pas ses yeux. Ça marche ? Oh mon Dieu, ça marche. Allez, n'arrêtez pas, tenez bon ! 90 mètres. 100. Les Allemands battirent en retraite plus rapidement. Certains s'enfuirent, d'autres suivirent. La panique commençait. 120 mètres. 150. La forêt est proche, très proche. Gromov se retourna. Le peloton avançait, tous. 25 hommes, blessés au bras. La formation était irrégulière, mais ils tenaient bon. 170 mètres. Les Allemands ont disparu. Ils sont entrés dans la forêt. Ils ont disparu. 190. Les premiers arbres. « Peloton, dans la forêt, vite !» Ils ont couru les derniers mètres. Ils tombèrent derrière les arbres, derrière les buissons, dans les replis du terrain. Gromov s'allongea sur les feuilles humides et respira. Gourmandement, profondément, vivant. Ils sont tous vivants. Il n'arrivait pas à y croire. Ça a marché. La folie a fonctionné. Sidorov était allongé non loin de là. Il regardait le ciel. Ses lèvres bougeaient, silencieusement.
il a prié. Kravtsov a ri, hystériquement, en pleurant. Lukashov était assis, la tête entre les mains. Zhukov était allongé face contre terre, ses épaules tremblaient. Ils étaient vivants. 25 personnes. Nous avons marché 200 mètres sous le feu nourri des mitrailleuses allemandes, et ils ont survécu. Mais c'était plus tard, et avant cela, il y avait eu un autre jour, une semaine avant le ravin. Gromov ne commandait pas encore de section à cette époque. C'était un simple sergent, adjoint du commandant. La section était commandée par le lieutenant Zaïtsev, jeune, 24 ans, diplômé de l'école d'infanterie, 3 mois au front, un bon officier. Compétent, décisif, mais inexpérimenté. Juillet 1942. Offensive de Rzhev. Leur bataillon reçut l'ordre de chasser les Allemands de la colline. Sans nom. Sur les cartes, ce n'est qu'un numéro. La colline 212. Le commandant du bataillon, le major Krylov, a réuni les commandants de compagnie. Les Allemands se sont retranchés. 3 lignes de tranchées, mitrailleuses, mortiers, préparation de l'artillerie. Dans 10 minutes, l'attaque. Des questions ? Il n'y a pas eu de questions. Les préparatifs d'artillerie ont commencé à 6 heures du matin. Un grondement. La terre trembla. Des colonnes de fumée s'élevèrent dans les airs. 10 minutes. Puis, le silence. « Bataillon, attaquez ! Hourra !» Ils ont couru. Gromov courut à côté de Zaïtsev. Le peloton suivit. 300 mètres jusqu'à l'altitude. Les Allemands restèrent silencieux. Le barrage d'artillerie les avait cloués au sol. 200 mètres, 100, et puis il y a les mitrailleuses. Tout à coup. Une douzaine de canons, des tirs en éventail. Les soldats tombèrent. Certains furent tués, d'autres furent blessés, d'autres encore furent simplement cloués au sol. Zaïtsev est tombé à côté de Gromov. « Rampons, vers l'entonnoir !» Ils rampèrent jusqu'ici. Ils tombèrent dans un trou béant, tous les 4. Zaïtsev, Gromov, Sidorov et un autre combattant. Gromov ne se souvenait plus de son nom. Des balles sifflaient au-dessus de nos têtes. Zaïtsev regarda dehors et évalua la situation. « La mitrailleuse est juste devant, à 50 mètres, il faut la neutraliser. »« Avec quoi ?» demanda Gromov. « L'artillerie a tiré, il n'y a pas de mortier. »« Des grenades, on va ramper jusqu'à elle et les jeter dedans. »« Nous n'y arriverons pas, le terrain est sous le feu ennemi. »« On y arrivera, assurez notre couverture. »« Lieutenant, c'est un ordre, sergent. » Zaïtsev sortit du cratère en rampant. Il rampa, vers la mitrailleuse. Gromov et Sidorov ouvrirent le feu, de courtes rafales, pour forcer les Allemands à se baisser. Zaïtsev rampa. 20 mètres. 30. La mitrailleuse allemande se tourna, vers lui. File d'attente. Zaïtsev eut un spasme et se figea. « Lieutenant !» cria Gromov. Silence. « Lieutenant !» Zaïtsev n'a pas répondu. Gromov sortit en rampant. Il rampa vers lui, rapidement. Des balles sifflaient autour de lui. Il a rampé. Il s'est retourné. Mort. Une balle dans la tête, juste au-dessus de l'œil. Gromov s'empara de sa mitrailleuse. Grenade. Il rampa en arrière. Tombé dans un cratère. Sidorov le regarda. « Lieutenant ?» Tué. Silence. « Que devons-nous faire ?» demanda Sidorov. Gromov contempla le champ de bataille, les hauteurs, ces hommes gisant dans les cratères et les fossés. L'attaque a échoué. Le bataillon est cloué au sol. Les Allemands tiennent bon. Nous devons battre en retraite, ou... Il regarda à gauche. Là, à une centaine de mètres, se trouvait un ravin. Il longeait le flanc de la colline, furtivement. Les Allemands ne lui tiraient pas dessus, c'était une zone morte. Si nous passons par le ravin, sortons par le flanc. Sidorov, dit Gromov rapidement. Écoute, vois-tu le ravin ? Je vois. On va entrer, on va sortir par le côté. On va attaquer la mitrailleuse sur le flanc. Les autres vont monter.
On va prendre les hauteurs. Et si les Allemands le remarquent? Ils ne s'en apercevront pas. Ils regardent devant eux, vers nous, pas vers le ravin. Sergent camarade, peut-être vaudrait-il mieux attendre les ordres? De qui? Le lieutenant a été tué. Le lieutenant-colonel, je ne sais pas où. Il n'y a personne à attendre. Nous agirons seuls. Sidorov hésita. Puis il hocha la tête. D'accord, allons-y. Gromov donna l'ordre au reste du peloton. Suivez-moi, dans le ravin, vite! Ils partirent, accroupis, par petites courses. Les Allemands ne s'en aperçurent pas. Ils tirèrent sur le gros des troupes du bataillon. Le peloton plongea dans le ravin et longea la pente. 100 mètres, 150. Gromov s'arrêta. « Stop, ici, sortons. Nous attaquerons par le flanc. » Ils se levèrent. Une mitrailleuse allemande se trouvait à 30 mètres. L'équipage ne pouvait pas la voir car ils avaient le dos tourné. « Feu !» Des rafales, des mitrailleurs sont tombés. Les Allemands restants se retournèrent et ouvrirent le feu, mais il était trop tard. Le bataillon se leva et passa à l'attaque. La hauteur a été mesurée en 20 minutes. Après la bataille, le commandant du bataillon appela Gromov. « Sergent, qui a ordonné la construction de la déviation par le ravin? »« Personne, camarade-major. J'ai décidé cela moi-même. »« Moi-même? »« Oui, monsieur. » Le commandant le regarda longuement. Puis il hocha la tête. « Vous avez pris la bonne décision. Le lieutenant Zaïtsev est mort. Vous êtes désormais à la tête de la section. Temporairement. On verra plus tard. »« Oui, camarade-major. »« Gratuit. » Gromov est sorti du banc des joueurs, commandant de section. Il n'en voulait pas, il n'en rêvait pas. Il ne l'avait pas demandé, mais ça a fonctionné. Et maintenant, la responsabilité. Envers les gens, envers leur vie. Il ignorait alors qu'une semaine plus tard, cette responsabilité le forcerait à choisir. La mort de tous ou une tentative insensée. Il a choisi la folie. Et ça a marché. Mais dans le ravin, lorsque les Allemands ont battu en retraite, c'était encore difficile à croire. Gromov était allongé dans la forêt et regardait le ciel. Vivants. Ils sont tous vivants. Il entendait la respiration des soldats. Certains pleuraient, d'autres riaient, d'autres encore restaient silencieux. Petrenko était allongé non loin de là. Ses yeux étaient ouverts. Il regardait Gromov. « Camarade sergent-chef, sommes-nous vivants ?»« Vivants, soldats. »« Comment ?» Les Allemands ont eu peur. « Aviez-vous peur? De nous ?» ?»« Oui. » Petrenko ferma les yeux. Il sourit, faiblement. « Je pensais que nous allions tous mourir. » Je le pensais aussi. Mais toi, tu savais? Non, je ne savais pas. J'espérais. Espoir. Parfois il ne reste que ça, et parfois cela suffit. Gromov se leva et regarda le peloton. « Réveille-toi, il faut partir. Les Allemands pourraient revenir. »« Où allons-nous » demanda Sidorov. « Vers l'est. Vers les nôtres. À une dizaine de kilomètres, peut-être moins. Allons-y. » Ils se relevèrent, ils relevèrent les blessés, ils partirent, à travers la forêt, au crépuscule, lentement. Chaque pas est une souffrance pour les blessés, de la fatigue pour les autres. Mais ils ont marché, parce qu'ils étaient vivants, et les vivants doivent partir. Nous avons rejoint nos compatriotes 6 heures plus tard. Nuit, obscurité, froid. La ligne de front, les tranchées. La sentinelle les aperçut. Il leva son fusil. « Arrêtez! Qui va là ?»« Les nôtres! La section du sergent-chef Gromov. »« Mot de passe !»« Quel est le mot de passe? Nous sommes encerclés depuis 3 jours. »« Arrêtez, je vous dis !» Gromov s'arrêta et leva les mains. « Ne tirez pas, soldats. Nous sommes les nôtres. 25 hommes, 7 blessés. »
Le garde observait. Il ne baissa pas son fusil. « D'où venez-vous » ? « Depuis le ravin, vers l'ouest. » Les Allemands nous ont encerclés. Ils ont percé les lignes ennemies. « Comment avez-vous fait pour vous échapper » ? C'est une longue histoire. Appelez le commandant. 10 minutes plus tard, le lieutenant arriva. Jeune, un inconnu. Il regarda Gromov, le peloton. « De quelle unité êtes-vous » ? 312e division de fusiliers, 14e régiment, 2e compagnie. Votre entreprise a été radiée, définitivement, il y a 3 jours. Comment ont-ils fait pour annuler la transaction ? Encerclés, détruits. Voilà ce qu'ils ont rapporté. Gromov a ri sous cape. Pas détruits, nous sommes là, 25 personnes. Le lieutenant les regarda, puis il hocha la tête. Entrez, allez voir le commandant du bataillon, il réglera le problème. Ils ont réussi. Au banc des joueurs. Le commandant du bataillon est le capitaine Voronov, 35 ans, un visage fatigué, des yeux de vieillard. Il regarda Gromov. Rapport. Gromov a fait son rapport. En bref, encerclement, ravine, décision, attaque générale. Les Allemands ont battu en retraite. Voronov écoutait, en silence. Lorsque Gromov eut terminé, le capitaine se laissa aller en arrière sur sa chaise. « Je répète, vous vous en êtes pris aux Allemands ? À fond ? » ?»« Oui, monsieur. »« Et ils ont battu en retraite ? » ?»« Oui, monsieur. »« Pourquoi ? » ?»« Ils ont décidé que c'était un piège, ou que nous étions fous, ou que nous avions des soutiens, je ne sais pas exactement, mais ils sont partis. » Voronov resta silencieux, longtemps. Puis il a demandé « Combien y avait-il de cartouches ?»« 143. »« Pour 25 personnes ?»« Oui. »« Et vous avez décidé de ne pas tirer ?»« Oui. Comme ça, ils penseront qu'on a une raison de ne pas tirer. » Voronov secoua la tête. « C'est la chose la plus insensée que j'ai entendue pendant toute la guerre. »« Mais ça a marché, camarade capitaine. »« Oui, ça a marché. » Voronov se leva. Il s'approcha de la carte accrochée au mur et la consulta. « Votre section a été la première à sortir de ce véritable enfer. Toutes les autres... » Sa voix s'éteignit. « Décédées ? » « Oui. » Gromov resta silencieux. Voronov se tourna vers lui. « Je vais vous proposer pour une distinction. L'ordre de l'étoile rouge. Pour... » Il marqua une pause. « Pourquoi exactement ? Pour avoir poursuivi l'ennemi sans tirer un seul coup de feu ? » « Pour une attaque psychologique, » a déclaré Gromov. « Quoi ? » « On pourrait appeler ça une attaque psychologique. Ça sonne mieux que folie. » Voronov a gloussé. « Attaque psychologique. Oui, très bien. Qu'il en soit ainsi. » Gromov est sorti du banc des joueurs. Le peloton attendait dehors. Les blessés avaient déjà été emmenés au bataillon médical. Sidorov s'est approché. « Camarade sergent-chef, qu'a dit le commandant ?»« Il a dit que nous étions fous. » »« Et c'est tout ? » ?»« Et cette folie fonctionne parfois. » Sidorov sourit. « Nous sommes vivants, c'est l'essentiel. »« Oui, nous sommes vivants. » Il se tenait près de l'abri et regardait le ciel. Des étoiles, des milliers, petites, froides. Là-bas, quelque part dans les ténèbres, il y avait la guerre, la mort, le sang. Mais là, maintenant, ils étaient vivants. 25 personnes qui ont échappé à la mort. Je me suis simplement levé et j'ai marché vers elles. Mais ce n'était pas toute l'histoire, car la solution n'est pas apparue soudainement, toute seule. Gromov s'approcha de lui pendant un long moment, par l'expérience, par les erreurs, par les morts auxquelles j'ai assisté. Il se souvenait. De chaque bataille, de chaque attaque, de chaque tactique. Je me suis souvenu de ce qui fonctionne, de ce qui ne fonctionne pas. Les Allemands, comment combattent-ils ? Qu'est-ce qui les effraie ? Qu'est-ce qui ne les effraie pas ?
Il constata: les Allemands sont forts lorsque tout se déroule comme prévu, lorsqu'ils attaquent selon leur plan, lorsqu'ils défendent selon les règles. Mais quand quelque chose tourne mal, ils se perdent. Pas tout de suite, pas toujours, mais ils se perdent. Gromov s'en souvenait, et dans le ravin, quand il n'eut plus le choix, il se souvint. Une conversation avec Rybakov, à propos du détour, à propos de l'inattendu. L'histoire d'une entreprise qui s'est lancée à l'attaque à toute vitesse et a réussi à percer. Il s'en souvint, et pensa: et si? Mais que se passera-t-il si les Allemands ne s'attendent pas vraiment à ce que les soldats encerclés et presque désarmés aillent vers eux? Et si cela les perturbe, les effraie, les fait douter? Il ne savait pas, mais j'ai essayé. Et ça a marché. 3 jours plus tard, Gromov fut convoqué par le commandant du régiment, lieutenant-colonel Lebedev, 50 ans, cheveux gris, boiteux, blessé pendant la guerre de Finlande. « Sergent Gromov, j'ai lu le rapport. Le capitaine Voronov a écrit... » Il regarda le document. « Attaque psychologique. Qu'est-ce que ça veut dire, au juste? Nous nous sommes approchés de l'ennemi à pleine hauteur, sans tirer. Il a battu en retraite. Pourquoi avez-vous battu en retraite? J'ai eu peur. Quoi? Nous. Lebedev le regarda en plissant les yeux. Sergent, vous vous rendez compte que cela n'a aucun sens? Je comprends, camarade lieutenant-colonel. Mais est-ce vrai? Est-ce vrai? Lebedev se pencha en arrière sur sa chaise. Les Allemands avaient peur de 25 personnes sans munitions? Ils ne savaient pas qu'il n'y avait pas de balles. Ils nous ont vus arriver, sans tirer, sans se cacher, en nous déplaçant avec assurance, et ils ont pensé que c'était un piège. Un piège. Ou que nous avons un plan, ou que nous sommes fous. Dans tous les cas, nous avons battu en retraite. Lebedev resta silencieux, puis il dit: « Si quelqu'un d'autre me l'avait dit, je ne l'aurais pas cru. Mais Voronov est un officier expérimenté, il ne mentirait pas. Et 25 personnes sont en vie, c'est un fait. » Oui, monsieur. Parfait. J'approuve votre candidature. L'ordre de l'Étoile rouge. Vous le recevrez dans 1 semaine. Merci, camarade lieutenant-colonel. De rien. Vous le méritez. Lebedev se leva. Mais souvenez-vous, sergent, ça a marché une fois. Rien ne garantit que ça marchera à nouveau. Les Allemands ne sont pas des imbéciles. La prochaine fois, ils n'auront peut-être pas peur. Compris? Compris, camarade lieutenant-colonel. Gratuit. Gromov est sorti. Lebedev avait raison. Ça a marché une fois. Peut-être que ça ne marchera plus. Mais une seule fois, c'est 25 vies sauvées. Et c'était le plus important. La section fut reconstituée, des renforts arrivèrent, de nouveaux combattants, jeunes, inexpérimentés. Gromov leur enseigna du mieux qu'il put, non conforme à la réglementation, basé sur l'expérience. « Écoute, soldat, tu vois le pli du terrain? C'est là que tu te trouves sous le feu ennemi, pas en terrain plat, dans le pli. Compris? » Compris, camarade sergent-chef. Une dernière chose. Si vous voyez des traces de balles, cela signifie que les balles sont déjà passées. On ne tombe pas à cause des traces, mais au son. Si vous entendez un sifflement, jetez-vous à terre. Compris? Compris. Et une dernière chose. La mitrailleuse allemande MG42 tire par longues rafales. Elle fauche les ennemis en arc de cercle, de gauche à droite, puis de droite à gauche. Vous voyez les balles traçantes à gauche? Courez à droite. Vous y arriverez. Compris? Compris, camarade sergent-chef. Gromov leur a appris à survivre. Ne soyez pas un héros. Survivez. Parce que personne n'a besoin d'un héros mort. Mais il faut un soldat vivant. Il a combattu pendant encore 2 ans. Rjev, Aigle, Biélorussie, Pologne. La composition du peloton a changé. Certains sont morts, d'autres sont arrivés, d'autres encore ont été blessés. Mais Gromov resta, vivante, méthodique, tenace. À la fin de la guerre, il était déjà sergent-major.
Il commanda une compagnie par intérim, en remplacement d'un lieutenant tombé au combat. Arrivé en Allemagne, mai 1945. Berlin est tombé, la guerre est finie. Gromov était assis sur les marches d'une maison en ruine et fumait. Cigarettes allemandes, capturé. Sidorov était assis à côté de lui, le même, le caporal du ravin, maintenant sergent. Camarade sergent-major, la guerre est finie. Oui, nous avons survécu. Nous en sommes arrivés là. Te souviens-tu du ravin ? Je me souviens. Je me suis dit alors, ça y est, la fin, on va tous mourir. Je le pensais aussi. Mais c'est vous qui avez trouvé l'idée. Je n'y avais pas pensé, je m'en suis souvenu. Quelqu'un m'en avait parlé une fois, j'ai juste essayé. Sidorov prit une bouffée. Et si ça n'avait pas marché ? Alors nous serions morts 5 minutes plus tôt, sous les balles, pas sous les obus de mortier. Vous le pensiez vraiment ? Sérieusement. Sidorov secoua la tête. Folie. Oui, c'est de la folie. Mais nous sommes vivants. Ils s'assirent et contemplèrent les ruines de Berlin. La guerre est finie. Ils ont survécu. 25 personnes ont été secourues dans le ravin. Parmi elles, 17 ont atteint Berlin. 8 personnes sont mortes en 3 ans, lors d'autres batailles, lors d'autres attaques. Mais finalement, dans le ravin, tout le monde a survécu. Et c'était l'essentiel. Mais revenons au ravin. À ce moment-là, Gromov prit sa décision. Il se tenait debout dans l'argile humide et réfléchissait. Il n'y avait pas d'autre choix. Seule la mort pouvait exister. Il se souvenait de tout ce qu'il savait sur les Allemands, leur façon de combattre, leur façon de penser. Hiver 41. Près de Moscou. Les Allemands avançaient méthodiquement, conformément au plan. Le plan était parfait. Les chars en tête, l'infanterie derrière, l'artillerie en couverture. Jusqu'ici, tout se déroulait comme prévu. Ils pressaient, avec confiance, avec force. Mais lorsque les troupes soviétiques ont frappé sur le flanc, à l'improviste, sans préparation d'artillerie, juste bang, et elles ont frappé. Les Allemands étaient désemparés. Pas immédiatement, certes, mais ils étaient désemparés. Repli, regroupement, reprise du plan. Gromov fit alors cette observation. L'Allemand est fort dans l'ordre, faible dans le chaos. Printemps 1942. Quelque part près de Vyazma. Leur section a essuyé des tirs de mortier. Le choc a été violent. La moitié d'entre eux ont été tués sur le coup. Les autres se sont allongés et ont attendu que cela se termine. Et les Allemands passèrent à l'attaque, en chaîne. Régulièrement, comme lors d'exercices d'entraînement. Gromov a crié « Ne tirez pas! Attendez !» Les Allemands avançaient. 50 mètres, 40, 30. Feu! Une volée à bout portant. Les Allemands tombèrent. Toute la première ligne. Le deuxième trembla et s'arrêta. Elle ne recula pas. Elle ne courut pas. Elle s'arrêta. Elle attendit l'ordre de l'officier. Et l'officier est tué. Il gît au premier rang. Ils restèrent là, pendant une dizaine de secondes, peut-être 15. Ils n'ont pas tiré. Ils n'ont pas bougé. Ils ont attendu un ordre qui n'est jamais venu. Et les soldats soviétiques ont tiré, méthodiquement, avec précision. Les Allemands tombèrent, les autres battirent en retraite. Gromov se souvint, un Allemand sans ordre et désorienté. Été 1942, Gève, bataille pour le village. Les Allemands se défendent. Ils tiennent bon depuis 2 jours. Ils ne cèdent pas. Les Soviétiques avancent. 1, 2, 3. Ils reculent. Le 4e jour, le commandant eut une idée. Envoyer un char. Un seul. Un vieux T-34. Cabossé, mais encore en état de marche. Le char fonça droit sur le village. Seul. Sans infanterie. Les Allemands ouvrirent le feu, avec des munitions perforantes. Ils touchèrent. 1 fois. 2 fois. Le réservoir est en feu. Arrêté.
Mais l'équipage a réussi à sauter, sains et saufs, et les Allemands battirent en retraite. Pourquoi? Parce que le char était seul, sans infanterie. C'est anormal. Cela signifie que quelque chose cloche. C'est peut-être un piège. D'autres arrivent peut-être des flancs. Ils ne savaient pas. Et ils ont battu en retraite. J'ai joué la sécurité, Gromov se souvint. L'Allemand craint l'incompréhensible. Et dans le ravin, il pensa « Qu'est-ce qui sera désormais incompréhensible pour les Allemands ?» Si on court vers la forêt, c'est clair. Une percée. Ils vont nous tirer dessus. Si vous vous couchez et tirez, c'est clair. Défense. Ils vous couvriront de mortiers. Si nous hissons le drapeau blanc, c'est clair. Ils se rendront. Ils nous feront prisonniers ou nous fusilleront. Et si on se levait et qu'on allait vers eux? Ce n'est pas clair. 25 hommes, encerclés, épuisés. Ils avancent sur une compagnie entière, à pleine puissance. Ils ne tirent pas. Pourquoi? Soit c'est un piège, soit c'est de la folie. Soit ils savent quelque chose que les Allemands ignorent. Dans tous les cas, il y a un risque. Mais l'Allemand n'aime pas le risque. Il aime la certitude. Gromov se tenait dans le ravin et se demandait « Est-ce que ça va marcher ?» Il ne savait pas. Il y avait une chance, faible, mais il y en avait une, et c'est mieux que zéro. Il s'approcha des combattants. Ils s'assirent par terre. Ils attendirent. Ils le regardèrent. Ils attendaient un ordre, une décision, un miracle. Gromov le savait. Il n'y aurait pas de miracle. Il n'y aura que ce qu'ils auront fait eux-mêmes. « Écoutez, dit-il doucement. » Tous se rapprochèrent. « Je vais vous dire quelque chose qui vous semblera absurde, mais écoutez-moi jusqu'au bout. Ensuite, nous déciderons. » Silence. On ne peut pas rester là. Les mortiers vont nous toucher. On ne peut pas courir dans la forêt. Ils vont nous tirer dessus. On ne peut pas se rendre. Ils vont tuer les blessés et nous envoyer au camp. La mort nous guette aussi là-bas. Quelqu'un a hoché la tête. Il ne reste plus qu'une chose à faire. Faire ce à quoi les Allemands ne s'attendent pas. Se lever et marcher vers eux, de toute sa hauteur, silencieusement, sans tirer. Pause. Le soldat Maslov a déclaré « Camarade sergent-chef, c'est du suicide. » Non, c'est du suicide de rester assis ici à attendre les mortiers. Mais ils vont nous tirer dessus. Peut-être, ou peut-être pas. Pourquoi pas? Parce qu'ils ne comprendront pas. Pourquoi nous y allons? Pourquoi nous ne tirons pas? Pourquoi nous n'avons pas peur? Ils penseront que c'est un piège, ou que nous avons un plan, ou que nous savons quelque chose qu'ils ignorent, et ils hésiteront. Kravtsov secoua la tête. C'est une pure aventure. Oui, une aventure. Mais une aventure a des chances. Rester assis ici n'a aucune chance. Sidorov a demandé. Et s'ils ne bronchent pas? Alors ils nous tueront, rapidement, sous les balles. Pas d'agonie sous les éclats d'obus, pas de captivité. Nous mourrons debout, comme des soldats. Silence. Gromov les regarda, leur visage, sale, fatigué, effrayé. Il comprenait leur peur. Il avait peur lui-même. Mais la peur n'est pas une raison pour ne rien faire. La peur est une raison de faire ce qui est juste. Je ne donne pas d'ordre, a-t-il dit. Je propose. Ceux qui sont prêts, allons-y ensemble. Les autres, restez, sans rancune. Pause. Petukov, un jeune moscovite, a alors déclaré « Camarade sergent-chef, croyez-vous vraiment que cela va fonctionner ?» Gromov réfléchit un instant, puis il répondit honnêtement « Je ne sais pas. Peut-être que ça marchera, peut-être pas, mais c'est ma seule chance, et je veux tenter le coup. Parce que je ne peux pas abandonner. Je ne peux pas rester là à attendre la mort. Il ne me reste plus qu'à continuer. » Petukov acquiesça. « Alors allons-y. » Une autre voix, Loukatchev.
Et je m'en vais. Je suis toujours un homme mort. Troisièmement, Djoukov. Si le camarade sergent-chef le dit, alors c'est logique. J'irai. Quatrième. Cinquième. Sixième. Un par un. Tous. 25 personnes. Tout le monde était d'accord. Gromov sentit une boule dans sa gorge. Ils ont cru. À lui. À son idée folle. Ou bien ils ont tout simplement convenu de mourir ensemble. Peu importe. Ce qui compte, c'est qu'ils iront. D'accord, dit-il en s'éclaircissant la gorge. On se prépare. On répartit les blessés. 2 par personne. Pour les autres, mitrailleuse prête à tirer. Mais ne tirez pas, même si les Allemands ouvrent le feu. Économisez vos munitions. Ils doivent voir qu'on peut tirer. Mais on ne tire pas. Il y a une raison. Compris ? Compris, camarade sergent-chef. Nous marchons d'un pas régulier, comme en parade. Nous ne courons pas, nous ne tombons pas. Nous tenons bon. Nous restons silencieux, même si nous avons peur, même si nous avons envie de crier. Nous restons silencieux. Les Allemands doivent voir, nous sommes confiants. Nous sommes calmes. Nous savons ce que nous faisons. Il est clair. Nous transportons les blessés avec précaution. Nous ne les abandonnons pas, même si les tirs commencent. Nous les traînons jusqu'au bout, jusqu'à la forêt, ou jusqu'à ce que nous tombions nous-mêmes. Compris, camarade sergent-chef. Gromov leva les yeux au ciel. Le crépuscule s'intensifiait. Il restait une quinzaine de minutes avant la nuit. C'est maintenant ou jamais. Peloton, préparez-vous. Les soldats s'agitèrent. Ils soulevèrent les blessés. Ils se mirent en rang. Gromov se tenait devant, sa mitrailleuse prête à faire feu. Son doigt sur la détente. Mais la sécurité était enclenchée. Ne tirez pas. L'essentiel est de ne pas tirer. Ils doivent penser que nous sommes forts, que nous avons un atout maître. Et leur atout maître, c'est leur propre peur. Peloton, à la ligne de départ. En marche! Ils marchèrent jusqu'au bord du ravin. Lentement, à peine. Gromov entendait la respiration des soldats derrière lui. Rapide, intermittente. J'ai entendu quelqu'un murmurer une prière, à voix basse, presque inaudible. J'entendais les battements de mon propre cœur, forts, comme un tambour. Ils atteignirent le bord. Nous nous sommes arrêtés. Devant eux s'étend un champ, gris, humide, vide. À gauche, des positions allemandes, des tranchées, des mitrailleuses, des hommes. Gromov les vit. Ils le virent. Maintenant. La décision sera prise maintenant. La vie ou la mort. « Peloton !» cria-t-il à plein poumon. « À pleine hauteur! En avant! Marche !» Ils se levèrent, 25 personnes, et ils partirent, sur l'ennemi. Les premières secondes sont silencieuses. Seul le crissement des bottes sur l'herbe mouillée, la respiration, le vent. Gromov s'avança, le dos droit. Une mitrailleuse sur la poitrine, le regard droit devant lui. Il sentait, ça va commencer. Maintenant, les mitrailleuses ont ouvert le feu. Et c'est tout. 10 mètres. 15. Silence. Il entendit des voix allemandes, des cris, des ordres. L'agent criait quelque chose, on ne comprenait pas quoi. Mais le ton était choquant, méfiant. 20 mètres, 25. Et voici le premier virage. Mitrailleuse, à gauche. Des traînées lumineuses sillonnaient l'air au-dessus de leur tête. Passé. Gromov ne s'arrêta pas. Il ne broncha pas. « Allons-y, n'arrêtez pas !» Le peloton marchait. 30 mètres, 40. Une autre rafale. Plus près. Les balles soulevaient la terre devant eux. Mais pas dans le passé. Pourquoi le passé ? Parce que le mitrailleur allemand ne comprenait pas ce qui se passait. Pourquoi ces Russes avançaient-ils ? Pourquoi ne tombaient-ils pas ? Pourquoi ne tiraient-ils pas ? Piège ? 50 mètres. Gromov voyait clairement les Allemands.
des visages, jeunes, pâles. Ils se criaient dessus. Ils pointaient du doigt les soldats soviétiques. L'officier agitait les bras. La panique commençait à s'installer. 60 mètres, 70. Les mitrailleuses tiraient, mais sans viser. Les balles traçantes volaient de partout, sauf vers les soldats soviétiques, parce que les Allemands avaient peur. Ils craignaient un piège, qu'une embuscade se soit tendue non loin de là. Des chars, de l'artillerie, que ces 25 personnes servent d'appât. Gromov pensait que ça marcherait. Oh mon Dieu, ça va vraiment marcher. 80 mètres, 90. Et là, l'officier allemand a hurlé, fort, hystériquement. « Commande, discontinue !» Les mitrailleuses se turent. Gromov serra plus fort sa mitrailleuse. Maintenant, ils vont charger à la baïonnette. Ou lancer des grenades. Maintenant, c'est la fin. Mais les Allemands n'y sont pas allés. Ils se sont retournés. Lentement, avec incertitude. Ils ont battu en retraite, des tranchées, à la forêt. Retour. L'agent a crié. Il a brandi son pistolet. Il a pointé du doigt, là-bas, dans la forêt. « Allez-vous-en !» Les Allemands obéirent. Ils ont battu en retraite. Une entreprise entière. 25 soldats non armés. Gromov n'en revenait pas. Ça a marché. La folie a fonctionné. 100 mètres, 120. Les Allemands ont pris la fuite. Certains se sont retournés, d'autres ont trébuché. Panique. 150 mètres. Gromov aperçut la forêt. Tout près. Encore 50 mètres. « Peloton, tenez bon, on y est presque !» 170. 190. Les premiers arbres. « À la forêt, vite !» Ils ont couru. Les derniers mètres. Ils sont tombés derrière les arbres. Derrière les buissons. Gromov était allongé par terre. Il respirait, avidement, profondément. L'air était froid. Il sentait les aiguilles de pin et la terre. Vivant, vivant. Il tourna la tête et regarda le peloton. Tout le monde était là, vivant. Sidorov leva les yeux au ciel. Ses lèvres bougeaient. Prière. Kravtsov était allongé face contre terre. Ses épaules tremblaient. Il pleurait. Lukashov était assis. Il se prenait la tête entre les mains et se balançait d'avant en arrière. Petrenko était couché sur le côté. Ses yeux étaient ouverts. Il regardait Gromov et lui adressait un faible sourire. « Camarade sergent-chef, nous sommes vivants. »« Vivants, soldats. »« Comment ?» Les Allemands ont eu peur. « Avez-vous peur de nous ?»« Oui. » Petrenko ferma les yeux, le sourire ne quittant jamais son visage. Gromov se leva et regarda en direction des positions allemandes. Vide. Personne. Ils sont partis. Ils ont eu peur et ils sont partis. 25 hommes ont vaincu une compagnie entière, sans tirer un seul coup de feu. Attaque psychologique. Gromov laissa échapper un petit rire. Une attaque psychologique. Ça sonne prétentieux. Mais en réalité, c'était une aventure désespérée, de la folie, la dernière chance. Mais ça a fonctionné. Et 25 personnes ont survécu. Ils restèrent assis dans la forêt pendant une demi-heure, pour se reposer, pour reprendre leurs esprits. Gromov donna alors l'ordre suivant. « Réveillez-vous, nous partons, vers notre peuple. »« Jusqu'où » demanda Maslov. « Environ 10 kilomètres, peut-être moins. Allons vers l'est, les nôtres sont là-bas. » Ils se relevèrent, ils relevèrent les blessés. Ils partirent, à travers la forêt, dans l'obscurité, lentement. Des branches fouettaient leurs visages. Des racines s'accrochaient à leurs bottes. Les blessés gémissaient, silencieusement, entre leurs dents. Petrenko était le pire de tous. Kravtsov et Maslov l'ont porté. Il respirait à peine. Gromov marchait à ses côtés, le regardant,
Tiens bon, soldat. Le bataillon médical arrive bientôt. Petrenko ne répondit pas. Il ouvrit simplement les yeux, un instant. Il regarda Gromov, puis il les referma. Gromov le savait, il ne durerait pas. La plaie est trop grave, les intestins sont déchirés, l'hémorragie est interne. Sans intervention chirurgicale, c'est la mort. Et il aurait fallu opérer hier, pas aujourd'hui. Mais il ne l'a pas dit à voix haute. De l'espoir. Il fallait donner de l'espoir, jusqu'au bout. Ils ont marché pendant 5 heures, à travers la forêt, à travers le champ, à travers le marais. À mi-chemin, Petrenko a cessé de respirer. Kravtsov s'arrêta. Il le déposa au sol. Il regarda Gromov. « Camarade sergent-chef, il... » Gromov s'assit. Il prit son pouls. Rien. Mort. Il ferma les yeux du combattant et se leva. « Poursuivez-le. »« Mais il... »« Apportez-le, ai-je dit. On n'abandonne pas les nôtres. » Kravtsov hocha la tête. Il souleva le corps. Ils reprirent leur chemin. Encore 5 kilomètres, avec un camarade mort dans les bras. Parce qu'il ne vous abandonne pas. Jamais. Nous avons pu joindre nos équipes ce matin. Première ligne, tranchée, sentinelle. Il n'y avait pas de mot de passe. Ils ont donné de longues explications, puis le commandant. Bataillon, capitaine Voronov. Gromov a fait son rapport, en bref, les faits. Voronov écoutait, le visage impassible. Lorsque Gromov eut terminé, le capitaine déclara « Vous vous êtes opposé aux Allemands? En force ?»« Oui, monsieur. »« Et ils ont battu en retraite ?»« Oui, monsieur. » Voronov resta silencieux, longtemps. Puis il secoua la tête. « C'est la chose la plus folle que j'ai jamais entendue. »« Mais nous sommes vivants, camarade capitaine. »« Oui, vivants. 25 hommes, de toute la compagnie. » Gromov acquiesça. Voronov se leva et se dirigea vers la carte. « Votre entreprise a été mise hors service il y a 3 jours. Détruite. Vous avez été les premiers à émerger. Et le reste? Ils sont morts. Tous. » Gromov resta silencieux. Voronov se tourna vers lui. « Je vais vous proposer pour une distinction. L'ordre de l'Étoile rouge. » « Merci, camarade capitaine. »« Ne me remerciez pas. Vous le méritez. Vous et votre peuple. » Gromov est sorti. Le peloton attendait dehors. Les blessés furent transportés au bataillon médical. 18 en restaient. En bonne santé. Épuisés, mais vivants. Sidorov s'est approché. « Camarade sergent-chef, et maintenant ?» La guerre est la prochaine étape. Elle n'est pas terminée. Mais nous avons survécu, une fois. Cela ne signifie pas que nous survivrons à nouveau. La guerre continue. Sidorov hocha la tête, d'un air compréhensif. Oui, la guerre a continué, et ils durent encore se battre, longtemps. De nombreuses autres batailles, de nombreuses autres morts. Mais ils étaient vivants, maintenant, à cet instant précis. Et c'était l'essentiel. Une semaine plus tard, Gromov reçut la distinction, commandant du régiment. Lieutenant-colonel Lebediev, formation, le bataillon entier. Lebediev s'est avancé et a lu la feuille de récompense. Sergent-chef Evgeny Pavlovitch Gromov, pour son courage et son ingéniosité au combat, pour avoir secouru des hommes de sa section malgré la supériorité numérique ennemie. Pour l'emploi de tactiques non conventionnelles ayant entraîné la retraite de l'ennemi sans pertes amies. Décoré de l'ordre de l'Étoile rouge. Une médaille amusante sur une tunique. Il m'a serré la main. Bravo, sergent. Je sers l'Union soviétique, camarade lieutenant-colonel. Gromov reprit ses fonctions. Un ordre sur la poitrine. Une étoile rouge. Lourd. Froid. Il n'éprouvait aucune fierté. Il n'éprouvait aucune joie. Je ne ressentais que de la fatigue et du soulagement d'être en vie.
Que 25 personnes n'aient pas péri dans ce ravin. Après la formation, Sidorov s'est approché. « Félicitations, camarade sergent-chef. Merci. Tu le mérites. Nous le méritions tous ceux qui ont marché ce jour-là. » Sidorov acquiesça. Ils restèrent silencieux, le regard fixé sur le champ, sur l'horizon. Quelque part là-bas, le front, la guerre, la mort. Gromov se demandait combien de plus, combien de batailles de plus, combien de morts de plus. Il ne savait pas. Il ne savait qu'une chose. Tant qu'il vivrait, il se battrait. Il guiderait les gens. Il réfléchirait. Il chercherait des solutions. Il sauverait tout ce qu'il pourrait. Parce que c'est son devoir. Le devoir d'un commandant. Le devoir d'un soldat. Le devoir d'un homme. La guerre se poursuivit pendant encore 2 ans et 10 mois. Gromov a combattu, près de Rjev, près d'Orel, en Biélorussie, en Pologne, en Allemagne. Il arriva à Berlin. Mai 1945. La ville tomba. La guerre était finie. Gromov se tenait dans la rue de la ville détruite et regardait le ciel. Clair, bleu, paisible. La guerre est finie. Il a survécu. Sur les 25 hommes de cette section, 17 ont survécu jusqu'à la fin de la guerre. 8 personnes sont mortes, dans différentes batailles. À différentes époques. Sidorov, près d'Orel, tireur isolé, photo du visage. Loukachev se trouve en Biélorussie, il a marché sur une mine. Kravtsov est en Pologne, le char a bougé, par accident, le sien. Joukov, près de Königsberg, éclat d'obus dans le cou, il est mort en 1 minute. Et 4 autres. Des noms effacés, des visages oubliés. Mais ensuite, dans le ravin, tout le monde était vivant, tous les 25. Et ce fut un miracle. Petit, militaire, sanglant, mais un miracle. Après la guerre, Gromov est rentré chez lui, village de Mochny, oblast de Tcherkassy, Ukraine. Mon père est mort en 1943, de vieillesse. Ma mère l'a rencontré, elle l'a serré dans ses bras, elle a pleuré. 3 sœurs, adultes, la plus jeune a déjà 12 ans. Ils travaillaient, à la forge, comme avant la guerre. Forgeron, fer à cheval, socs de charrue. Faux. Elle a vécu discrètement, sans se faire remarquer. Il parlait rarement de la guerre, seulement de temps en temps, quand on lui posait la question. « Evgeny Pavlovitch, on dit que vous êtes un héros. Avez-vous reçu un ordre ?»« Reçu. Pourquoi ? Pour avoir survécu, et pour avoir empêché que d'autres ne se fassent tuer. Comment ? C'est une longue histoire, pas intéressante. » Et il est parti. Il n'aimait pas se souvenir. La guerre, les morts, le sang. Mais parfois, la nuit, je rêvais d'eux. Ravine, 25 hommes, champs, mitrailleuse allemande. Il se leva. Il n'arrivait pas à dormir. Il sortit dans la cour. Il fuma. Il regarda les étoiles. Et je me suis dit, et si à ce moment-là, dans le ravin, il n'avait pas pris sa décision, s'il n'y avait pas pensé, s'il n'avait pas pris l'initiative, ils seraient tous morts, tous les 25. Mais il avait pris sa décision, et ils ont survécu. 17 ont survécu jusqu'à la fin de la guerre. Ils sont rentrés chez eux. Ils ont vécu. Ils ont travaillé. Ils ont élevé des enfants. À cause d'une seule décision, d'une idée folle. Gromov ne savait pas s'il était juste de qualifier cela d'héroïsme. Pour lui, c'était simple, un choix, entre une mort certaine et une mort possible. Il a choisi la seule possibilité, et c'est devenu la vie. Il vécut jusqu'à l'âge de 72 ans. Il est mort en 1991, paisiblement, dans son sommeil, du fond du cœur. Ils l'ont enterré au cimetière du village, à côté de son père, à côté de sa mère. 3 personnes de cette section sont venues aux funérailles. Sidorov est mort en 1945. Kravtsov est mort en 1945. Lukashov est mort en 1945.
Mais Maslov a vécu pour le voir. Petukov a vécu pour le voir. Le soldat Fyodorov a vécu pour le voir. Il se tenait près de la tombe, des vieillards, aux cheveux gris, courbés. Maslov a déclaré « Te souviens-tu du ravin ?» Petukov acquiesça. Comment oublier? Je me suis dit alors « Ça y est, la fin. On va mourir. » Tout le monde le pensait. Et il a trouvé ça. De la folie. Mais ça a marché. Fedorov regarda la croix. Il nous a sauvés, 25 personnes, par une seule décision. Oui, enregistré. Ils restèrent là, immobiles. Ils gardèrent le silence. Puis ils sont partis. Gromov est resté, sous terre, sous la croix. L'ordre de l'Étoile rouge était conservé à la maison, par ma fille, dans une boîte, avec d'autres décorations. Médaille pour le courage, médaille pour la défense de Moscou, médaille pour la prise de Berlin, et l'ordre, l'Étoile rouge. Pour une attaque psychologique, 25 personnes ont marché à pleine taille sous les balles. Les Allemands ont battu en retraite. Parce qu'ils ont décidé que c'était un piège. Mais en réalité, ce n'est que désespoir, folie, la dernière chance. Mais ça a fonctionné, et 25 personnes ont survécu. 17 survécurent jusqu'à la fin de la guerre. 8 moururent plus tard, lors d'autres batailles. Mais ensuite, dans le ravin, en juillet 1942, tout le monde a survécu. Grâce à une seule décision. Un sergent-chef, qui n'a pas abandonné, qui n'a pas accepté la mort, qui n'a pas renoncé. Il réfléchit, il se souvint, il prit un risque, et a sauvé 25 vies. Vous n'avez rien de plus à savoir sur cette histoire, parce que c'est l'essentiel. 25 personnes qui auraient dû mourir, mais qui ont survécu. Le reste, ce ne sont que des détails.